80% des services cloud utilisés en fait aujourd'hui en Europe proviennent des GAFAM. Ça laisse que toute petite part quand même pour les autres. Souvent, il y a une certaine homothétie entre les fournisseurs de cloud et les fournisseurs d'IA. Si on crée cette dépendance supplémentaire sur les sujets IA qui vont être ceux qui vont créer en fait les nouvelles valeurs, en fait les nouvelles poches de productivité, de créativité dans certains métiers, qui vont peut-être révolutionner en fait la santé, il n'y aura plus de chemin de retour arrière. Donc voilà Michel Marie, donc pour cette première partie, on parle du coup de ce que la France a raté dans l'intelligence artificielle, dans le numérique, pardon. Est-ce qu'avant ça, je peux te laisser te présenter avec plaisir. On le faisait un petit peu déjà en off, mais ouais, succinctement pour ceux qui ne te connaissent pas. Ok, écoute, je m'appelle Michel Marie Maudet, donc je suis le directeur général d'un éditeur de logiciels qui s'appelle l'Inagora. Je vais fêter bientôt mes 50 ans. On parlait de sport, donc effectivement, c'est une part importante de ma vie, à côté de ma famille. Et puis, effectivement, un combat depuis maintenant 30 ans autour de l'open source qui s'est accéléré dans l'Inagora, puisque notre mission à l'Inagora, c'est de développer cette troisième voie numérique dont on va forcément reparler, puisque là, bien sûr, dans les années 2000, quand on s'est créé, c'était par rapport aux grands et aux géants du logiciel, qui sont maintenant venus des géants du cloud et des géants des plateformes, et aujourd'hui de l'IA. Et donc, ça veut dire que notre combat, il est encore, bien entendu, nécessaire et beaucoup plus, à mon avis, important aujourd'hui, puisque certainement on reviendra, mais sur l'IA, c'est beaucoup plus que de la technologie, c'est civilisationnel. Donc, il faut qu'on ne reste maître de notre destin. Et quand on voit ce qui se passe actuellement, là, ces derniers jours, en termes de politique et de géopolitique, bon, je crois que notre combat, il est là, et il faut qu'effectivement, on arrive à fédérer encore plus pour activer et créer cette troisième voie. Ouais. On va parler de tout ça, mais du coup, ce que je te propose, c'est de retracer un petit peu chronologiquement comment ça s'est passé. Donc, le numérique, l'évolution du numérique et comment la France a pris ces différents tournants. Moi, j'ai discuté de ça avec un ami, tu vois, hier, et il me disait, c'est marrant parce que le Minitel, c'est un peu né en France. Ça a explosé en France, mais on n'a pas su prendre le virage de l'Internet. Mais il a le même âge que moi et on n'était pas là à ce moment-là. Donc, je ne saurais pas expliquer pourquoi ça... Pourquoi est-ce que la France n'a pas su prendre le virage d'Internet alors qu'on était déjà dans le Minitel, quoi? Alors, il y a de multiples exemples. Avant même Internet, tu avais le premier personal computer. Contrairement à ce que dit ChatGPT, c'est bien sûr pas l'Altaïr, mais c'est en fait une machine en fait française. Et sur beaucoup effectivement de sujets technologiques, l'innovation allait porter souvent en France et en Europe. Et sur l'IA, c'est aussi vrai. Alors pourquoi ? Il y a à mon avis, il y a beaucoup d'explications. Alors, je pense que parmi tes invités, ou peut-être ce qu'on entend souvent, c'est de dire ah oui, il y a un problème de financement, on n'a pas les fonds. Je crois pas. Sincèrement, je ne crois pas, parce que globalement, et dans l'histoire nous de l'Inagora, on a fait beaucoup de choses en autofinancement. Alors, est-ce qu'on est une licorne aujourd'hui ? Non. Est-ce que ça permet de développer quand même une société qui est rentable, qui fait vivre 200 personnes aujourd'hui ? Oui. Donc après, on n'a pas tous les mêmes relations à vouloir créer des choses énormes. Et moi, je pense qu'effectivement, c'est pas un sujet de financement. Alors, pour moi, il y a deux choses. Un, c'est que les premières grandes sociétés de services, ce qu'on appelle les ESN et ce qui s'appelait les SS2I, sont nées en France à la fin des années 60. Et donc, culturellement, finalement, le monde s'est déjà un peu coupé. Parce que de l'autre côté de l'Atlantique, tu avais déjà IBM qui fabriquait ces mainframes et ces grosses machines. Pendant que nous, en fait, en Europe, on a développé les premiers grands sociétés de services et on a misé plutôt sur l'accompagnement, la formation et ainsi de suite. Et finalement, ça correspond bien aussi à nos valeurs, à qui nous sommes. C'est vrai que, si tu veux, en particulier en France, on est plutôt social. Donc, je pense qu'il y a vraiment ça. Tu vois, en fait, le premier élément, donc plutôt une stratégie autour des sociétés de services. Mmh. Et deuxième chose, ou peut-être c'est le cas encore aujourd'hui, je pense qu'on manque cruellement d'audace. Tu vois, en fait, on a les meilleures formations académiques, et on le voit bien en fait au sujet de l'IA aujourd'hui. On a des sociétés qui développent des vraies innovations, celles que tu évoquais, tu vois, en fait, y compris dans les années 80, 90, en fait, avec le Minitel. Mais on manque en fait d'audace. Alors, soit
parce qu'on essaie de servir correctement notre petit territoire sans entrevoir effectivement, tu vois, le développement en Europe, voire en fait dans les autres zones en fait du monde. Ça, c'était vrai peut-être dans les années 2000. Après, il y a eu bien sûr la French Tech, et tous les écosystèmes qui se sont créés pour qu'effectivement, et on a des belles réussites, tu vois, qui se développent au fait aujourd'hui à l'international. Mais je pense que, tu vois, dans nos racines, il y a quand même, tu vois, cet aspect-là. Et puis, côté audace, c'est-à-dire que dans le fait de fabriquer un produit qui va répondre au plus grand des besoins et qui va pouvoir en fait se déployer en fait à l'international, tu vois, il faut à un moment donné accepter de se projeter dans quelque chose qui est extrêmement grand. Et je pense sincèrement que, tu vois, pareil, dans notre culture, on est quand même plutôt réservé. Tu vois, on est un peu influencé aussi par notre histoire. Je crois qu'on manque encore aujourd'hui, tu vois, d'audace. Et moi, j'aime bien, tu vois, ces combats, tu vois, un peu de David contre Goliath. Et je pense qu'on apporte, tu vois, une contribution, tu vois, avec tout ce qu'on a fait avec l'Inagora déjà dès à présent, et puis ce qu'on entrevoit de faire demain, en fait, aussi avec l'IA. Mais voilà, c'est ces deux sujets, donc effectivement, culturels, plutôt société de services, qui restent en fait ancrés. Hein. Toutes les plus grandes ESN, en fait, aujourd'hui, mondiales, elles sont d'origine, en fait, française. Et puis, effectivement, parfois, le manque d'audace, tu vois, de penser qu'on est capable de le faire. Et ça, pour toi, ça a toujours été le problème, peu importe les innovations qui sont arrivées dans le numérique? Parce que tu vois, après, il y a eu le sujet du cloud. Ouais, mais tu vois, C'est... mais y compris sur le cloud, hein, et on a des très belles technologies qui ont été développées, qui ont été construites en France. On a encore des acteurs, en fait, aujourd'hui, qui essaient d'émerger dans le domaine du cloud. Mais naturellement, tu as en fait plutôt une approche de type service. Et on n'investit pas, en fait, tu vois, sur les bonnes couches. Tu vois, on fera certainement un parallèle, ou en tout cas, moi, je te proposerais de faire un parallèle. C'est entre, effectivement, tu vois, tu me parles du cloud. Donc, en fait, cloud, il y a à peu près 3 couches. Donc, la couche infrastructure, le IaaS. En haut, donc, le SaaS, qui est la partie visible de l'utilisateur final, donc les applications. Et puis, au milieu, tu as le fameux PaaS, donc les plateformes as a service, qui sont les composants technologiques clés pour bénéficier en fait et tirer parti et même faire des très bonnes applications. Et dans l'IA, c'est à peu près la même chose. Dans l'IA, tu as l'infrastructure, donc les fameux data centers, les GPU, ainsi de suite. En haut, tu as effectivement tous les services que tu as évoqués dans les précédents podcasts, tu vois, sur qu'est-ce que ça va pouvoir apporter dans nos sociétés, et ainsi de suite. On pourrait y revenir, mais on voit bien qu'il y a beaucoup d'applications très rapides qui peuvent se déployer. Et il y a cette couche en fait intermédiaire qui sont les modèles fondations et toutes les briques logicielles qui sont nécessaires pour développer ces services d'IA, sur lesquels il me semble en fait aujourd'hui qu'on n'est pas suffisamment ambitieux. Bon, avoir, tu vois, c'est renforcé avec les annonces qu'il y a eu pendant les AI Action Summit début février, où on annonce plus de 109 milliards pour investir sur les couches très basses, donc sur l'infrastructure. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Mais je me dis, mais c'est dommage qu'en fait... donc on a mis en avant, par contre, des produits. Mistral AI, très bien. Et ça, je pense que c'était important, tu vois, qu'on affiche. Il y avait Stargate, DeepSeek. Bon, il fallait qu'on ait tu vois, quelque chose, un porte-étendard. Et donc, c'est très bien, en fait, qu'il y a eu en fait, une mise en avant en fait, de Mistral. Mais globalement, où sont les annonces pour réellement porter, en fait, si tu veux, la couche logicielle? Et c'est là, en fait, notre dépendance qui est la plus forte. Parce que même si on arrive à résoudre, effectivement, en tout cas partiellement ou temporairement, la partie infrastructure, si on ne maîtrise pas en fait ces couches-là, on n'y arrivera pas. Et dans le domaine du cloud, c'est ce qui s'est passé. Dans le domaine du cloud, j'apprécie beaucoup en fait Octave Klaba et puis OVH, mais OVH ne fournit aujourd'hui ou ne fournit que trop peu de services en fait à valeur ajoutée au-dessus de la IaaS. Donc ils font des choses très bien, des serveurs, les barres métal et ainsi de suite. Ça c'est génial. Mais en fait, si tu veux, pour accélérer une roadmap industrielle, pour former les développeurs, eh ben, si on veut qu'ils arrêtent en fait dans les écoles d'ingénieurs en fait de faire du Google GCP ou de AWS, il faut qu'on développe en fait ces briques. Et aujourd'hui, eh ben, on n'a pas eu cette audace parce que je pense que tu vois, en fait, on a toujours un peu ce complexe, alors que quand même, il faut quand même qu'on se dise un peu les choses, si tu me permets, c'est que on est sur la même ligne de départ, là aussi, puisque je rappelle que les grands services qu'utilisent
les développeurs d'applications sur Google GCP ou sur AWS sont souvent basés sur des technologies open source. Simplement, ils les ont pris, ils les ont packagés, en fait, ils ont rajouté en fait, tout ce qui va bien en termes d'intégration pour que ça aille plus vite. Mais globalement, les briques de base, elles sont disponibles pour tout le monde. Kubernetes, on a un bon exemple, les bases de données, ainsi de suite. Donc, cette audace, moi, et c'est vrai qu'on se bat aussi, en tout cas, on milite que sur l'IA, qui me paraît être le dernier virage, une fois que si on loupe ce virage technologique, qu'est-ce qu'il y aura après donc, il n'y aura pas grand-chose après. Donc, c'est pour ça qu'il faut effectivement qu'on soit audacieux et qu'on puisse investir, mais pas avec le même mindset qu'on a fait ou qu'on n'a pas réussi à le faire dans les années précédentes. Ok. Mais c'est intéressant ce que tu dis par rapport à OVH qui ne proposait pas justement ces solutions-là. Et il n'y a pas eu d'autres acteurs qui ont essayé justement de concurrencer ces solutions de Google et d'Amazon? Alors, regarde. En open source, par exemple. On fait le panorama en fait, des acteurs aujourd'hui sur le marché français, sur les clouders. Donc, tu as OVH, qui est certainement le plus gros, le plus connu, mais qui est très centré sur la couche en fait, infrastructure. Okay. Là, je pense que... Voilà. Alors, il commence à remonter, mais ils laissent beaucoup la main, finalement, à leurs clients pour développer. Donc, tu as le CAS, donc le Kubernetes as a Service, et ensuite, libre à toi, en fait, après, de déployer tes services. Mais sauf que pour certains cas d'usage et pour développer plus rapidement, et ce qui fait la force en fait des GAFAM, c'est qu'ils ont packagé tu vois, la base de données as a service, le load balancer as a service. Et aujourd'hui, ils font de plus en plus d'agents AI as a service. Et donc, du coup, pour un développeur, toi, ton patron, il te demande de développer rapidement et de fabriquer de la valeur pour l'utilisateur final. Donc, au lieu d'investir énormément, tu vas en fait choisir. C'est un peu vraiment notre notre enjeu principal en fait aussi sur l'IA. Donc OVH, tu as Outscale, donc en fait tu vois donc qui est porté par Dassault. Pareil, très positionnement, très infrastructure, très sécurité, donc CEPNU Cloud et ainsi de suite. Bon, voilà. Donc ok, pas d'offre en fait, pas d'offre aujourd'hui logicielle type PaaS ou très peu. Ensuite, tu as en fait des acteurs plus petits. Donc, tu as Cloud. Alors, si, excuse-moi, j'ai oublié quand même le troisième, mais je voulais le garder en troisième. Donc, effectivement, Scaleway. Alors, Scaleway, effectivement, c'est le premier qui, effectivement, réfléchit à développer de plus en plus des services as a service. Donc, et typiquement, là, ils vont ressortir, puisqu'on est en discussion en fait avec eux. Donc, le LLM as a service. Donc, globalement, tu prendras n'importe quel modèle sur Hugging Face. Et ils vont te l'inférer, ils vont pouvoir te le mettre en mode scalable et ainsi de suite. Donc ça, c'est un vrai plus, en tout cas dans le domaine IA. Mais à ma connaissance, alors je ne connais pas toute l'offre, en fait, bien sûr, de l'ensemble des fournisseurs, mais dans les bases de données as a service, alors oui, peut-être, tu as peut-être du Postgres as a service chez Scaleway, mais bon, tu n'as pas, en fait, tous les mécanismes, en fait, qui sont, en fait, nécessaires. Et après, donc, les autres acteurs, tu as Cloud Temple, d'autres qui ont des positionnements, pareil, très infra. Celui qui, en fait, qu'on apprécie, c'est des copains à nous, donc c'est Clever Cloud, ouais. Qui, eux, donc justement, travaille sur cette couche. Mais tu vois, en fait, si tu veux, on devrait sur ce type d'acteurs, les aider encore plus, leur faire plus confiance, aussi en tant que client, de façon, en fait, à les mettre en disposition et puis qu'ils puissent se générer. Et donc, je pense que l'approche de Quentin Adam et de ses équipes, elle est bonne, c'est-à-dire, en fait, de développer des outils pour les développeurs pour accélérer en fait finalement le cycle d'appropriation et de développement. Je pense que là-dessus, la feuille de route, à mon avis, et la stratégie de Clever en fait est bonne. Tu vois, donc effectivement, on devrait, tu vois, en termes de fléchage aujourd'hui d'efforts, on devrait aider aussi ces acteurs-là. À l'époque, il y avait Numergy et CloudWatt aussi. Ouais. Et eux, ils n'étaient pas, justement, ils s'étaient pas positionnés sur ce segment-là? Ça, c'est une vaste histoire. Alors, écoute, oui, c'était l'ambition. Il y a eu beaucoup trop de millions qui ont été mis en fait dans ces projets-là pour ce qu'il en est sorti, puisqu'aujourd'hui, finalement, il y a rien qui en fait continue en fait d'exister. Là aussi, je pense que la difficulté, selon moi, c'est que les dirigeants qui avaient été mis en place et puis les assemblages, puisque en fait, tu vois, c'était pas des nouvelles boîtes, c'était en fait globalement,
Il y en avait un avec Orange, l'autre avec un autre grand fournisseur. Bon, l'état d'esprit, c'est plutôt des gens qui venaient plutôt de l'infrastructure, plutôt des ESN que en fait du monde de logiciel. En fait, là où je pense que là, peut-être une des différences, c'est que tu vois, par exemple chez Clever, en fait, c'est tous des devs, y compris le dirigeant. Mm. Donc demain, selon moi, en fait, les acteurs qui pourraient en fait changer la donne, c'est qu'à la tête, tu as des gars qui dev et pas des gars qui font en fait que de l'infrastructure. Et aujourd'hui, tu vois, sur Numergy CloudWatt, c'était vu comme des projets d'infrastructure. Ça n'a jamais été fait pour faire des projets software. Et en fait, ce qu'on a besoin en fait aujourd'hui, c'est du logiciel, des services pour être implémentés et développés plus rapidement. Ouais, parce que moi, ce que tu disais, je trouvais ça intéressant, tu vois, par rapport à Clever Cloud, que justement, c'était aussi à nous, en tant que clients, de faire l'effort d'aller vers eux. Et parfois même à l'État, je pense aussi. Après, peut-être pas enfin, c'est peut-être pas à toi qu'il faut que je pose ces questions-là, mais je me dis, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il y a plein de services publics qui utilisent AWS ou d'autres actions de Microsoft, par exemple, plutôt qu'une solution française? C'est quoi enfin, qu'est-ce que c'est le problème? C'est qu'il y a un manque de compétences de la part de certaines personnes qui font ces choix-là, ou c'est qu'il y a des lobbies qui font pression justement pour pas que... Enfin, pour que ce soit des acteurs américains de la big tech qui soient choisis? Moi, je me posais vraiment la question, tu vois. Alors, il y a de l'influence, puisque globalement, les DG des grandes boîtes françaises sont en contact en fait, des grands acteurs. Donc, il y a forcément une part d'influence, première chose, c'est sûr. C'est difficile d'en parler, parce qu'en fait, il n'y a pas... Mais bon, on sait... Par exemple, ce qu'on peut dire, c'est que je sais que dans le secteur bancaire, en contrepartie d'utilisation des technologies de Google, ils avaient des crédits publicitaires gratuits en fait de Google, par exemple. Voilà, j'en dirai pas plus. Ensuite, pour répondre à ta question, c'est pas réellement un problème de compétence, c'est simplement, selon moi, si tu veux, et c'est d'ailleurs ce que je dis aussi sur l'IA souvent, c'est que je dis en fait, il faut peut-être simplement, au moins temporairement, revoir en fait nos niveaux d'exigence. Et donc, pourquoi, en fait, aujourd'hui, un grand acteur ne s'appuie pas plus sur un fournisseur comme Clever? Eh bien, souvent, c'est que les exigences, soit de sécurité, soit, en fait, de capacité de dire « Ah oui, mais moi, j'ai besoin, en fait, de 3 milliards, en fait, de conteneurs », alors qu'en fait, au début, tu en as 30 000, mais on essaie de prévoir, en fait, le cas le plus grand. Et donc, du coup, ça disqualifie d'une certaine façon, en fait, certains acteurs. Moi, je peux le dire, hein, pour l'Inagora, c'est pareil. Souvent, sur des compétitions dans le domaine, tu vois, de la digital workplace, puisqu'on est éditeur, tu vois, d'une solution qui s'appelle Twek Workplace. Et donc, Twek Workplace, c'est comme Google Workplace et Office 365. Mais souvent, si tu veux, dans les cahiers des charges qui sont émis, le niveau d'exigence qu'on sait très bien qui est pas, si tu veux, le niveau d'utilisation réel des utilisateurs, ou les niveaux de sécurité qui parfois en fait peuvent paraître inatteignables, ou en tout cas tu vois, enfin en tout cas on pourrait discuter. Nous, du coup, ça nous permet pas de répondre dans de bonnes conditions. Ou si nous on répond, on sait qu'on part en fait avec quand même des points en moins et un désavantage. Donc concrètement, pour répondre à ta question, si on voulait changer les choses, il faudrait que, au moins temporairement, c'est pas diminuer en fait le service, c'est pas, tu vois, de faire moins bien. Non, c'est simplement de dire bon, peut-être que sur certaines exigences, au lieu de copier-coller en fait la fiche produit de Microsoft ou de copier le niveau d'exigence de tel GAFAM qu'on met, tu vois, pour pas s'embêter dans la consultation, on fait un vrai travail de dire qu'est-ce qu'en fait on peut accepter d'un point de vue sécurité, en respectant bien sûr nos cadres réglementaires. Premier élément. Deuxième élément, sur la scalabilité, peut-être qu'effectivement, on peut peut-être se dire, si aujourd'hui j'ai besoin de 10, je peux peut-être demander à ce que mon fournisseur me donne des capacités, ou en tout cas pour aller jusqu'à 15, mais pas 100. Hein. Et puis troisième chose, accepter aussi peut-être de payer plus cher au début. Parce qu'effectivement, on s'aperçoit, et on voit bien dans la compétition, que les éditeurs et les GAFAM, pour tout un tas de raisons, ont la capacité en fait à soit offrir ou à diminuer drastiquement. En fait, tu vois, parfois il y a des, tu vois, dans le domaine de la workplace, nous on tombe des nues en fait, si tu veux, quand tu vois les prix des abonnements tels qu'ils sont présentés en prix public et ceux qui sont contractualisés à la fin, tu te dis waouh, en fait, ok, ils ont mis 90% de discount
ça veut plus rien dire, tu vois, il n'y a plus réellement de compétition. Donc il faut aussi, peut-être que dans les... Alors là, je parle pour les appels d'offres publics, mais c'est aussi valable pour les entreprises privées. C'est peut-être que le poids, parce que souvent, tu sais, quand tu fais une compétition, tu as la partie fonctionnelle et technique et de prix. Et donc souvent, tu as 70-30. Bah, peut-être qu'il faut peut-être déjà faire 50-50, déjà. Et puis peut-être même dire ce qu'il veut. Tu vois, en fait, 50-50, ça serait déjà pas mal. Tout en recadrant en fait les spécifications pour simplement s'assurer qu'il y a une compétition qui soit possible. Parfois, en fait, je pense que concrètement, on fait en sorte que les compétitions ne soient pas possibles. Mmh, mmh. Tout à l'heure, tu disais que l'IA, c'était le dernier virage. Qu'est-ce que tu veux dire exactement par rapport à dernier virage? En quoi c'est vraiment important aujourd'hui ce qui se passe en fait? Bon, il y a beaucoup de choses. En fait, première chose, en fait, maintenant, ce qu'il faut qu'on sache, c'est qu'en 2025, les technologies ne sont plus neutres. Ce sont devenus des outils soit de géopolitique, soit de contrôle, suivant en fait quel côté tu regardes, à l'est ou à l'ouest. Première chose. Deuxième chose, 80, on parlait du cloud tout à l'heure, 80% des services cloud utilisés en fait aujourd'hui en Europe proviennent des GAFAM. Donc ça laisse que toute petite part quand même pour les autres. Comme en fait, souvent, il y a une certaine homothétie entre les fournisseurs de cloud et les fournisseurs d'IA, si on crée cette dépendance supplémentaire sur les sujets IA qui vont être ceux qui vont créer en fait les nouvelles valeurs, en fait les nouvelles poches de productivité, les nouveaux éléments tu vois, de créativité dans certains métiers qui vont peut-être révolutionner en fait la santé. Si tu crées en fait cette dépendance vis-à-vis de ces acteurs-là, il n'y aura plus de chemin de retour arrière. En fait, quand je parle de dernier virage, c'est plutôt de dire, OK, tu vois, en fait, quand on fait décoller un avion, en fait, à un moment donné, tu arrives en fait à un point où tu peux plus, en fait, tu es obligé de décoller. Même si tu n'es pas dans les meilleures conditions, en fait, il faut que tu décolles. Bah là, en fait, aujourd'hui, on est un peu dans ce schéma-là, c'est-à-dire que là, si on ne prend pas à la hauteur des enjeux, et les enjeux, encore une fois, ne sont pas que technologiques, qui sont réellement civilisationnels, bah on crée cette dépendance ultime, et ça sera, en fait, comment on pourra ressortir. Parce que tu vois, aujourd'hui, le cloud, on peut en ressortir, tu vois, par exemple, les 109 milliards, on se dit, bon... on peut parler, tu vois, est-ce qu'il en faut 35? Est-ce qu'il faut mobiliser 1500 hectares avec tout, tu vois, avec les environnements, fait, l'impact sur l'environnement, on peut en discuter. Mais globalement, quand même, on peut, tu vois, éventuellement réinvestir sur les infrastructures. Mais si on crée, en fait, cette dépendance vis-à-vis, en fait, des couches logicielles, terminé. Et qui, en fait, acceptera dans 2 ans, quand au centre dans ton entreprise, tu auras, en fait, l'IA qui fera, en fait, une partie de ton support utilisateur, qui fera en fait, qui aidera tes développeurs en fait à débugger plus leur code. Quand dans des secteurs plus sensibles, tu vois, en fait, quand les radiologues, tu leur diras en fait, ah ben non, en fait, hein, maintenant, si tu veux, tu vois, les cellules cancéreuses, eh ben, tu reviens un peu comme dans les années 2000, donc c'est-à-dire que tu n'as plus accès à l'IA, et donc voilà, qui va accepter ça d'un point de vue sociétal, qu'on ait de plus, tu vois, de plus de décès, alors qu'on est en mesure avec ces technologies de réellement en fait améliorer le bien-être des gens. Et donc voilà, c'est pour ça que je parle de dernier virage, simplement, c'est que c'est plus une dépendance ultime qu'on crée. Et à mon avis, il me semble encore, et je pense que vraiment, on a encore la possibilité de le faire, et je sais hein, qu'effectivement, on n'est pas les seuls à le dire. Je suis resté un peu sur ma faim, sur ce volet-là, en fait, sur les Action Summit, puisque les annonces, infra, un Mistral, très bien, mais en fait, sur les couches logicielles qui sont vraiment majeures, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Et on observe, en fait, tu vois, cette nuit, Claude Sonnet 3.7, demain, le chat GPT quelque chose d'autre, le nouveau DeepSeek, le nouveau truc. Et nous, on devrait, en fait, si tu veux, en France et en Europe, accélérer, en fait, et d'avoir plus de Lucie, plus de projets comme Lucie, et plus d'investissement, en fait, sur ces technologies-là. Qu'est-ce que tu aurais attendu, du coup, en plus que ce qui a été annoncé? Alors, vraiment un soutien à cette partie logicielle, donc globalement, et donc quand même, parce que moi je veux bien qu'on fasse demain des modèles de raisonnement, je veux bien qu'on réfléchisse à l'intelligence artificielle générale, mais il nous faut un modèle fondation. Donc en fait, pour l'instant,
n'y a pas eu réellement, tu vois, en fait, alors si, Mistral, mais Mistral, si tu veux, pour moi, le sujet qu'on va avoir, c'est que, tu vois, en fait, donc je vais essayer de le reformuler pour que ça soit très clair, mais je pense que, tu vois, ces briques d'IA, pour moi, c'est quelque chose, c'est d'intérêt général. Donc c'est comme, je sais pas, c'est comme l'eau, c'est comme l'air. En fait, faut que ce soit quelque chose qui soit indépendant de tout acteur économique. Voilà. Et donc globalement, là pour le coup, l'État en fait a une responsabilité ou dans une fondation et ainsi de suite. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que aujourd'hui, on n'a pas vu d'annonce pour dire, ok, on est conscient qu'on est trop dépendant en fait de modèles qu'on ne maîtrise pas. Donc celui de Mistral, on le maîtrise un peu plus, mais je rappelle qu'il est que à poids ouvert et il n'est pas complètement open source. On n'a pas connaissance des données Il y a eu un d'entraînement. partenariat aussi annoncé avec Microsoft. Je ne sais pas si c'est lié, mais... Oui, encore une fois, je ne vais pas forcément commenter parce que moi, je pense que c'est très important en fait qu'on ait un acteur comme Mistral en fait en France et en Europe. Tu vois, il faut qu'on ait un flagship product, mais est-ce que c'est la solution ultime ou est-ce que, en fait, si tu veux, ça reste une entité commerciale, elle a son actionnariat, elle a sa stratégie. Qu'est-ce qui dit que dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, elle sera toujours aussi attachée à faire en France ou de faire dans l'intérêt bon, voilà. Et donc, moi, ce qui me manque, c'est effectivement des investissements et une prise de conscience de dire, OK, il faut qu'on investisse en fait sur ce modèle fondation au niveau européen, puisqu'on peut. Moi, encore une fois, je l'ai dit à plusieurs reprises, c'est bien qu'on le fasse au niveau français. Il fallait qu'on démontre qu'on a la capacité à le faire au niveau français, mais le vrai combat, il est au niveau européen. Donc ça a manqué, selon moi. Et puis, je reviens sur les investissements au niveau de l'infrastructure. Je serai en fait, tu vois, les dirigeants d'OVH, je serai le dirigeant en fait de Clever. Tu vois, je l'aurai un peu en travers parce que finalement, on a déjà des acteurs, tu vois, en fait, des acteurs puissants qui ont une vision et de dire, bah non, je fais venir en fait des acteurs extérieurs pour construire des nouveaux data centers. Je me dis, c'est dommage qu'on n'ait pas profité de ces fonds et de dire, bah ok, maintenant, on se met autour de la table. On a bien compris que vous aviez historiquement une stratégie plutôt IaaS, voilà, mais inspirez-vous en fait plutôt de la partie logicielle et on va vous aider. Et vous aider, c'est pas uniquement en fait de donner du financement, tu vois, d'aide à l'innovation. C'est ce que tu disais tout à l'heure, moi qui me paraît vachement important. Moi, j'aimerais bien, tu vois, que en fait l'État stratège soit aligné avec l'État utilisateur. Parce que souvent, l'État stratège, donc en fait, et c'est un peu l'histoire aussi d'OpenLLM, donc c'est très bien, on a des financements, mais ce qu'il faut, c'est que l'État soit aussi utilisateur des technologies qu'il finance. Et trop souvent, les projets, tu vois, qui ont été financés dans l'histoire ou qui ont bénéficié d'un soutien d'argent public, et bien après, si on regarde leur part d'utilisation, y compris par l'État, on serait surpris. Donc, je pense, tu vois, je me dirais, par exemple, tu vois, un bon indicateur de performance, c'est de dire, bah voilà, pour 1 euro investi ou pour en fait tel projet, quelle est en fait sa part d'utilisation réelle dans les administrations? Ça serait intéressant d'avoir cette visibilité. Et tu vois, je pense, l'exemple qui me vient, bien sûr, le nom va pas me... Tu sais, cette messagerie sécurisée, Olvid. Olvid. Est-ce que en fait, techniquement, est-ce que c'est une des meilleures solutions de sécurité pour faire du chiffrement bout en bout de messagerie? Bon, allez, partons du principe que oui, on peut discuter sur l'ergonomie, ainsi de suite. Mais globalement, ça a bénéficié en fait d'argent public. Qui utilise ça en fait aujourd'hui? Alors, il y a eu les annonces en fait, comme quoi le gouvernement était équipé, mais en fait, dans la réalité, ils n'utilisent pas. Donc, et puis globalement, bon, le gouvernement, c'est très bien, même si il y a 11 ministères, très bien, bon, ça fait peut-être une centaine de personnes, mais ce qu'il faut, c'est surtout, tu vois, que sur un investissement comme ça, on puisse avoir, je sais pas, plusieurs millions en fait d'utilisateurs en fait dans la fonction publique, puisque rappelons quand même que le premier employeur en fait de France, ça reste l'État français. Bien sûr, ouais. Donc en fait, on devrait avoir cette mesure.
Tu vois, je terminerai là-dessus, mais tu vois, pour donner un autre exemple, la suite bureautique. Pourquoi, en 2025, on est encore aussi dépendant de Office 365 ou de Google Docs? Surtout dans les armées, etc. Pourquoi? Moi, je peux te raconter... Enfin, cette histoire, nous, ça fait... tu vois, puisqu'on est assez proche de par, en fait, certains marchés qu'on a avec l'État français, mais il y a eu à plusieurs reprises, en 2008, en 2012, il y a eu, en fait, des vrais, tu vois, points de passage qu'on a loupés. Moi, j'avais fait une proposition, tu vois, parce que je m'en souviens, c'était donc en 2012 ou 2016. Mais à peu près, tu vois, c'était déjà il y a une dizaine d'années. J'avais dit, en fait, il faudrait que l'État accepte de mettre 1 euro par an par fonctionnaire pour financer, en fait, une suite bureautique libre. Si tu veux, je suppose que les dépenses de Microsoft au niveau de l'État français, encore aujourd'hui, c'est plusieurs dizaines de millions d'euros. Donc moi, je ne demande pas, en fait. Enfin, on ne demandait pas à avoir 30, 50, 100 millions. Non. Mais tu vois, par exemple, on va dire en administration centrale, il y a peut-être 1 200 000, 1 300 000, si j'enlève les profs. Mais 1 300 000, 1 300 000 euros par an de développement. Tu te payes une équipe à peu près, 10, 15 développeurs, 10, pendant 10 ans, sans anéum. On l'aurait, notre suite bureautique. On l'aurait. On a manqué, encore une fois, d'audace. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Ouais. Écoute, la transition est parfaite, du coup, pour parler de ce que vous faites chez Linagora et de Lucie, du coup.